Libye, les Nations Unies sont parvenues à obtenir un cessez-le-feu des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et celle du gouvernement d'union nationale à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. En Tunisie, la clôture des dossiers de candidature pour la succession de Bédi Caïd Essebsi est intervenue ce week-end. Près de 100 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'instance chargée d'organiser la présidentielle. Et puis au Sénégal, Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui vit en exil au Qatar, va occuper un poste clé du Parti démocratique sénégalais, dirigé par son père. Il a été désigné secrétaire général adjoint du PDS. Merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. Nous sommes le dimanche 11 août de l'an 2019. Bienvenue à tous. En Libye, les Nations Unies sont parvenues à obtenir un cessez-le-feu des forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et celle du gouvernement d'union nationale, ceci à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, une trêve temporaire ponctuée cependant de scènes de violence. Reportage. Un calme précaire pratiquement tout le week-end en Libye. La médiation onusienne aura finalement payé pour la grande fête musulmane, l'Aïd el-Kébir, les deux forces en présence, les forces du maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'union nationale, ont accepté de déposer les armes. Si la population a dans l'ensemble pu pousser un ouf de soulagement, la trêve annoncée a été entachée par une attaque meurtrière. À Benghazi, 2 membres du personnel de l'ONU ont été tués dans un attentat à la voiture piégée et au moins 8 autres, dont un enfant, ont été blessés. Un incident déploré par la communauté internationale qui ne désespère pas d'un dégel de la crise. En effet, c'est la première trêve acceptée par les deux camps depuis le début de l'offensive de Haftar sur Tripoli le 4 avril. La bataille de Tripoli, qui en est désormais à son 5e mois, a pris une allure des plus inquiétantes avec des positions très tranchées de part et d'autre. La bataille terrestre au départ a depuis peu été transposée dans les airs. Les deux camps utilisent drones et avions de combat hérités de l'époque Kadhafi et remis en activité. L'objectif des deux parties est d'essayer de prendre le dessus en dépit de l'enlisement des combats terrestres. Si Tripoli a longtemps été le champ de bataille favori, d'autres villes comme Misrata subissent désormais le même sort. Restons en Libye où les autorités libyennes sont accusées par les marines de défaillance dans leur prise en charge des migrants secourus en mer. La marine affirme qu'elle pourrait être contrainte de les laisser libres une fois ramenés sur la terre ferme. Les détails. À leur arrivée en Libye, les migrants secourus en mer par la marine sont d'abord accueillis par les ONG qui leur offrent soins et nourriture. Ils sont ensuite pris en charge par des agents de l'organe chargé de la lutte anti-immigration du ministère de l'Intérieur. Ceux-ci les placent dans des centres de détention sans liberté de mouvement. Il s'agit de lieux régulièrement décrits par les ONG comme des zones de non-droit et où vivent au moins 5200 personnes, selon des chiffres de l'Organisation internationale des migrations. Quant à la marine qui ne peut exercer son autorité en dehors des ports, elle est tenue de garder sous son contrôle les rescapés avant de les remettre aux autorités du ministère de l'Intérieur. Mais il arrive souvent, d'après un porte-parole de la marine, que les migrants attendent parfois plusieurs jours sur des quais, dormant à même le sol et sans abri, que des autorités viennent les chercher. Il a donné l'exemple de 45 migrants, parmi lesquels 8 femmes et 2 enfants secourus mercredi, qui ont attendu environ 24 heures avant d'être finalement conduits par les autorités au centre de détention de Djanzour, dans la banlieue est de Tripoli. La Libye reste néanmoins un important point de transit pour les migrants fuyant l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l'Europe. En dépit des risques que représente une traversée pour l'Europe, les migrants prennent la mer, préférant tenter leur chance plutôt que de rester en Libye où ils sont soumis à des abus, extorsions et tortures. En Tunisie, la clôture des dépôts de dossiers de candidature pour la succession de Bédi Caïd Essebsi est intervenue ce week-end. Près de 100 candidats ont déposé leur dossier auprès de l'instance chargée d'organiser les élections pour la présidentielle anticipée. Des précisions à travers cet élément. En tout, 98 dossiers de candidature auront été enregistrés à la clôture des inscriptions pour le scrutin du 15 septembre prochain.
Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed est l'un des derniers candidats à avoir officialisé sa candidature. Cet ingénieur de formation se présente comme le candidat de la nouvelle génération de la rupture. Lorsque son parti Tahed Tounes l'a investi le 25 juillet, il avait annoncé se positionner contre l'ancien système, les anciennes pratiques et les anciennes mentalités. On cite également comme candidat de taille Abdel Fattah Mourou, vice-président du parti d'inspiration islamiste Ennahda et président de l'Assemblée nationale. Ennahda est la troisième force politique du pays, mais le premier au Parlement. La formation issue des frères musulmans aurait préféré, comme en 2014, soutenir un candidat indépendant. Mais la mort soudaine du président Béji Caïd Essebsi a inversé et rapproché les calendriers électoraux. Le premier tour de la présidentielle aura lieu 3 semaines à peine avant les législatives, ce qui constitue le véritable objectif d'Ennahda. Les inscriptions terminées, l'instance en charge de l'organisation du scrutin se donne jusqu'à la fin du mois d'août pour annoncer les noms des candidats éligibles qui réunissent parfaitement toutes les conditions nécessaires pour participer à l'élection. Au Sénégal, Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui vit en exil au Qatar, va occuper un poste clé du Parti démocratique sénégalais dirigé par son père. D'après un communiqué du PDS, il a été désigné secrétaire général adjoint du parti chargé de l'organisation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques. Karim Wade a été désigné secrétaire général adjoint du PDS chargé de l'organisation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques du parti. L'information a été rendue publique en début de week-end par un communiqué signé de son secrétaire général national, Abdoulaye Wade. En procédant à une refonte de la direction du PDS, l'ex-président sénégalais, âgé de 93 ans, a promu son fils et ses proches, mais en a profité pour écarter des personnalités considérées comme dissidentes. C'est en particulier le cas du numéro 2 du PDS, Oumar Sarr, qui, après la réélection du chef de l'État Macky Sall en février, avait accepté de participer à un dialogue national rejeté par Abdoulaye Wade. Oumar Sarr ne fait plus partie de la direction du parti, le poste de numéro 2 étant désormais occupé par Bara Gueye, considéré comme un très proche de Karim Wade. Karim Wade a toujours été proche de son père, dont il a été conseiller et ministre. Il avait été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme et à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Après 3 ans de prison, dont 2 en préventive, il a bénéficié d'une grâce présidentielle et a été libéré le 24 juin 2016. Il vit depuis en exil au Qatar. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a décidé de se représenter en candidat indépendant à la présidentielle du 24 novembre prochain. Cette annonce fait suite à son échec à obtenir l'investiture du parti d'opposition MADEM, un parti formé par des fondeurs du parti historique PAIGC auquel a appartenu José Mario Vaz avant d'en être exclu. Les détails. José Mario Vaz est candidat indépendant à la présidentielle du 24 novembre. Selon un de ses proches, le président bissau-guinéen va se représenter malgré qu'il a échoué à obtenir l'investiture du Conseil national du Mouvement pour l'alternance démocratique, le parti d'opposition formé par des frondeurs du parti historique PAIGC auquel a appartenu Vaz avant d'en être exclu. En effet, le MADEM a choisi comme candidat son président, l'ex-premier ministre Umaro Sissoko Embalo, par 297 voix pour, 107 contre et 24 abstentions. José Mario Vaz se serait alors laissé convaincre par ses proches de se présenter comme candidat indépendant, ce qu'il aurait accepté. Ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau peine à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, qui contrôle avec ses alliés 54 sièges sur 102 au Parlement à l'issue des législatives du 10 mars. Le MADEM et le Parti pour la rénovation sociale contrôlent quant à eux, respectivement, 27 et 21 sièges.
Les images à venir peuvent heurter des âmes sensibles et nous sommes en Tanzanie où le bilan de l'explosion d'un camion-citerne survenu samedi a grimpé. Selon un nouveau bilan rendu public ce dimanche par le gouvernement tanzanien, le drame a fait 69 morts, essentiellement des badauds venus siphonner le carburant qui s'écoulait du poids lourd accidenté. Les blessés sont maintenant estimés au nombre de 66. Le dernier bilan donné samedi soir par les autorités faisait état de 64 morts et 70 blessés. Les faits se sont déroulés samedi matin à la périphérie de Morogoro, une ville située à quelques 200 km à l'ouest de la capitale économique Dar es Salaam. Devant l'ampleur de la catastrophe, le président John Magufuli a décrété un deuil national de 3 jours. Dans le cadre de la lutte contre les fake news au Bénin, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a financé un certain nombre de projets. L'un de ces projets destinés à la presse enregistre déjà des résultats. Après la formation des formateurs autour du thème, la détection et la rectification des fake news par les journalistes, puis la restitution dans les rédactions, un site a été lancé. Son nom, Bénin Stop Fake News. On écoute le coordonnateur de la plateforme. Depuis qu'on a fait cette formation, on a constaté que la fréquence des fake news dans les médias, cette fréquence a diminué. C'est-à-dire, si même il n'y a pas un travail de checking qui est fait au niveau des confrères, il y a au moins une prise de conscience. Les gens ne consomment plus les informations prêtes à porter qui circulent sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est une avancée. Si bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fake news qui ne font pas long feu dans les médias sociaux. Et nous avons constaté que c'est une prise de conscience liée à cette formation, mais liée aussi aux 4 autres projets qui sont financés par l'ambassade et qui ont fait un travail similaire dans le même cadre. Nous avons fait des formations, nous avons un peu des outils pour checker. Nous devons mettre ça en application à travers une plateforme, un site que nous avons dénommé Bénin Stop Fake News, dont l'objectif est de détecter, mais aussi de rectifier, si possible, des fake news. Donc, quand vous allez aller sur ce site, vous aurez des articles de déconstruction et des articles aussi, bon, peut-être, si ce n'est pas un fake news, pour confirmer que c'est une information réelle. La jeune Britannique morte après avoir sauté d'un avion en vol le mois dernier au-dessus de Madagascar avait connu des difficultés dans ses études et traversait une dépression. Il s'agit là d'une déclaration faite par les enquêteurs malgaches en charge de l'affaire. Reportage. Étudiante à l'université de Cambridge et effectuant des recherches sur la Grande Île, Alana Kirtland s'était jetée dans le vide par la porte de l'avion 5 minutes après le décollage du petit aéroport d'Anjajavi le 25 juillet dernier dans le nord-ouest de l'île. Son corps a été transféré ce jeudi à Antananarivo, 2 jours après sa découverte à l'issue de 2 semaines de recherche dans la forêt de Mahadodoka. Elle a fait des recherches sur les petits crabes et elle a fait une dépression après constat de l'échec de ses recherches, a indiqué ce jeudi à la presse le colonel Raleigh Vaonari. Elle a eu une déception et a accepté à contre-cœur de rentrer chez elle, a-t-il dit. La recherche qu'avait entreprise Alana devait durer 6 semaines. Mais en 10 jours de recherche, ses parents ont décidé de la ramener, a-t-il ajouté. Le chef de l'enquête a déclaré que des pilules contre le paludisme avaient été trouvées dans son sac, dont 2 seulement avaient été consommées, sans qu'on sache à quelle date. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.